Donc avant de parler de la théorie du genre, je vais d'abord revenir à la vision traditionnelle. Dans une vision traditionnelle, on va toujours rechercher l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Et pour ça, on va aussi donner plein de connaissances au niveau du fonctionnement du corps, de ses besoins, de son environnement, faire des liens, savoir, comment est composée l'âme, connaître également, la construction de l'ego et donner en fait toutes les clés, pour ouvrir sa conscience. Dans cette vision traditionnelle, il y a le respect également du processus interne. Donc par exemple, pour un enfant, il y a très, très peu de choses, hein, en dessous de 7 ans parce qu'on va donner, en priorité un environnement stable, sain, de l'affection, de l'attachement, un accompagnement et en s'adaptant également au caractère de l'enfant. Donc par la suite, effectivement, on va donner des connaissances de base pour aider et pouvoir effectivement s'adapter à la diversité, prendre en considération l'individualité de chaque personne, tout en sachant qu'il y a un socle commun, on a des choses communes, mais on a également, tout à chacun des caractéristiques, particuliers qui donnent notre personnalité. Tout en sachant qu'il y a également, donc la construction de l'ego qui va, être le filtre entre notre âme haute et le monde extérieur. Donc, dans la vision traditionnelle, on va notamment donner ce qu'on appelle les valeurs et les principes et l'importance effectivement de voir la personne comme un être doté de conscience et il va être jugé par rapport à son comportement, à sa sagesse, voilà. Dans, une société traditionnelle, il faut savoir que toute activité permet, également de se connaître. Tout est art. Par exemple, on a la danse traditionnelle. La danse traditionnelle permet de prendre conscience de son corps, de sa respiration. Ce n'est pas uniquement un loisir pour un loisir. Il y a, et tout en sachant que le corps est également un récepteur du monde extérieur et qui fait partie de la conscience. On a par exemple aussi les arts martiaux avec un maître. C'était également le contrôle de son corps, de ses émotions, de sa force. Tout ça effectivement avec un maître qui va transmettre effectivement un certain nombre de choses. Il y a également un lien avec la nature, enfin, il y a vraiment une ouverture vers l'extérieur qui permet également de connaître son intériorité. Donc il y a, des séances sacrées et des textes sacrés, et avec toujours cette idée également que, il y a, le respect du libre arbitre. J'en parle parce qu'en fait, la société moderne, a beau scander le mot liberté, mais tout est fait effectivement pour nous enlever, notre conscience et même notre corps, hein. On n'est plus que, un bout de chair, un pion dans le système. Et l'idée de la religion spirituelle, c'est en fait de retrouver son centre et de réduire en fait les facteurs extérieurs. Voilà, grosso modo. Donc, on va revenir donc à l'homme et la femme. L'homme et la femme, ce sont des personnes complémentaires. On ne va pas parler d'égalité, on va parler de complémentarité. Et à travers les contes, à travers les textes sacrés, mais également à travers la mythologie, on peut retrouver certaines caractéristiques qui viennent, on va dire, montrer une différence dans la psyché de l'homme et de la femme. Une différence au niveau du traitement de l'information, sans parler également de la différence physique, euh, et voilà, d'un certain nombre de différences visibles. Voilà. Chose que, effectivement, les temps modernes veulent absolument nier. Mais bon, il suffit d'observer et pas besoin de s'y pencher plus. Par exemple, pour l'homme, on a par exemple la force physique.
Voilà, cette force physique doit être au service de la société, au service de la protection et, et effectivement pouvoir protéger. On a pour la femme plutôt une force psychique. Bon, il y a un certain nombre de caractéristiques. Là, je donne vraiment les visions, on va dire, de l'homme avec un grand H et la femme avec un grand F. Parce qu'après, dans la réalité, il y a un panel extrêmement large, mais il y a des caractéristiques, on va dire, un socle interne qui est présent. Par exemple, pour l'homme, il sera souvent dans le monde des idées. Et il va être demandé à l'homme d'aller vers son intériorité, de le renforcer et d'ouvrir son champ sur le plan subtil pour pouvoir effectivement faire descendre les concepts et, mettre en place une société équilibrée. La femme, je la mettrais plutôt dans le plan subtil, immanent. Elle est beaucoup plus dans les sentiments, dans l'émotionnel, dans le relationnel. Effectivement, c'est de retrouver sa centralité et de monter effectivement dans le monde imaginal pour trouver son équilibre. En fait, grosso modo, l'homme et la femme ont chacun des caractéristiques différentes. Et l'idée, c'est de connaître ces caractéristiques-là pour trouver en son soi son équilibre. On dit qu'il y a l'énergie yang et l'énergie yin. Et en fait, en chacun de nous, et c'est de pouvoir l'équilibrer. On sait par exemple que la femme, elle est beaucoup plus pratico-pratique. Donc, elle va pouvoir apporter son regard et contribuer également à l'équilibre d'une société. Hein. Parce qu'à l'heure actuelle, on veut mettre la femme au foyer ou soit exclusivement au foyer, soit exclusivement au travail. La femme, c'est les deux. Et c'est pareil pour l'homme. L'homme, il a une position dans le foyer, il a une position à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a des tendances à l'heure actuelle où on veut absolument créer une forte dichotomie et le figer à un seul rôle et un seul domaine. Donc, il y a des caractéristiques communes et on n'oublie pas également que chaque personne a son individualité et la science sacrée va faire en sorte de lui donner des clés pour qu'elle puisse les intégrer et trouver sa propre nature. Voilà. Donc, il est extrêmement important de connaître ses conditionnements, de connaître ses distorsions, de connaître les biais cognitifs, les comportements, pour pouvoir éviter d'être manipulable. On sait par exemple que pour l'homme, la faiblesse, c'est la femme. C'est pour ça qu'il y a une utilisation massive de la femme, de l'image de la femme, pour faire vendre. Pour la femme, il y a une faiblesse au niveau de la reconnaissance sociale. Et c'est pour ça qu'elle est également utilisée par le système pour faire passer ce qui, quelquefois, font passer des choses qui sont inacceptables. Comme j'ai pu vous le montrer, c'est que dans le standard à l'éducation à la sexualité, qui est le livre complet pour l'idéologie, enfin, on y trouve vraiment toute l'idéologie pédophile, c'est porté quand même par des femmes. C'est quand même assez inquiétant. Donc, l'homme et la femme mal équilibrés, ce sont, on va dire, les pantins du système. Le système n'utilise que les biais, que les défauts, vont appuyer sur certains traits pour effectivement déséquilibrer. Donc, la vision traditionnelle, elle pose des repères et elle respecte la structure et en permettant effectivement à ce que chacun retrouve sa nature profonde. Voilà. Et à savoir que tout ça, c'est même marqué dans notre corps. Par exemple, lorsqu'on regarde l'anatomie de l'homme avec un grand H, on a donc les vertèbres qui fait la verticalité. On a sur les deux premiers vertèbres qui sont au niveau cervical, on a de l'atlas et de l'axis, c'est l'axe du monde. Au niveau du cervical, au cervix, et tout en bas, on a le sacrum au niveau
au service du sacré. Enfin, on retrouve plein de symboliques partout, qui à chaque fois nous renvoient aux principes qui sont immuables. Voilà. Donc pour l'ego, je pense que je peux vous inviter à revoir la deuxième vidéo qui est le délire freudien, où j'explique un petit peu le mécanisme de l'ego. Et en fait, il faut également comprendre les besoins de l'ego pour trouver en son sein son équilibre. Comme je disais, effectivement, l'ego n'est pas à détruire comme le prétend le New Age, ni à le renforcer et en prendre toute la place comme la société moderne nous tend nous y pousse, mais c'est de le structurer, de l'équilibrer pour effectivement pouvoir apposer, faire vivre sa nature profonde. Et par exemple, et là je vais revenir à un autre schéma, c'est que l'ego, il a besoin par exemple de sécurité. Et comme il a besoin de sécurité, en fait, eux, ils vont jouer uniquement sur toute la peur. On a besoin d'appartenance, donc ils vont jouer sur la pression sociale. On a besoin d'estime, ils vont passer le temps à nous dévaloriser. On a besoin d'accomplissement, de trouver un sens, et le sens est totalement évacué. On est à l'heure actuelle aussi où on appuie beaucoup sur nos besoins physiologiques. Le fait de se sentir en sécurité, de pouvoir manger correctement, au niveau de l'alimentation, etc. En fait, tout est dégradé. Et actuellement, nous appuie énormément sur le côté de survie. Voilà. Maintenant, je vais venir au complexe, avant de parler du complexe de castration, parce qu'en fait, c'est à l'origine de ce qu'on a maintenant, c'est la théorie du genre. Mais je pense que son origine, on la trouve principalement dans là, mais il y a aussi des antécédents dans les mauvaises interprétations des textes sacrés. Donc, dans la vision traditionnelle, plutôt dans la vision moderne, ce qui va être fait, c'est un morcellement. Morcellement du corps, de l'âme, de l'esprit. On morcelle les connaissances, on morcelle la science. Il est fou de constater à quel point les gens ne connaissent plus le fonctionnement de leur corps, qui est quand même le véhicule principal. Donc on va réduire en fait absolument les connaissances pour réduire notre paradigme en nous soumettant en permanence des images, des schémas qui vont nous mettre en permanence des clichés, des stéréotypes pour en fait nous imposer leur vision du monde pour ensuite nous faire la morale. Voilà. Donc, dans le standard, par exemple, il est dit qu'il faut donner une attitude positive pour l'acceptation de son identité. Et c'est vrai que plus d'une fois, je me suis dit, mais pourquoi les enfants auraient une mauvaise idée de leur propre identité pourquoi un garçon... pourquoi on partirait du principe que le garçon ne serait pas content d'être un garçon ou une fille d'être une fille? Et en fait, la réponse, je la trouve ici, dans le complexe de castration. Donc le complexe de castration, je vais vous lire ce petit texte, ça a été découvert par Freud. Et oui, encore lui, de retour. Donc en fait, il nous explique que ce fantasme apparaît au stade phallique et il est en rapport avec la théorie que l'enfant élabore pour expliquer la différence sexuelle entre l'homme et la femme. Il attribue l'absence du pénis constatée plus ou moins fortuitement chez la fillette à une castration. Donc le garçon, dans la découverte du monde, de l'extérieur, de la différence homme-femme et fille-garçon, donc il s'aperçoit qu'une fille n'a pas de pénis, donc de là va en découler énormément de stress. Oui, parce que les garçons
va avoir peur de perdre le sien. Donc la castration est ressentie par lui comme une crainte. Dans la mesure où le milieu éducatif interdit au nom de divers principes l'activité sexuelle au stade phallique, l'auto-érotisme, le garçon peut craindre la castration comme la réalisation d'une menace dont le père, rival oedipien, serait l'exécutant. Par ailleurs, la menace de castration est vécue comme une punition possible de l'Oedipe. L'angoisse de castration chez le garçonnet marque donc la crise terminale du complexe d'Oedipe, l'entrée dans la période de latence et le début de la formation du surmoi. Pour la fille, on a également donc ce syndrome de castration. Donc pour la fillette, c'est quoi? C'est le processus est différent. Elle ressent la castration comme une menace qui s'est réalisée. Cela se traduit schématiquement par deux processus affectifs. La fillette qui a le sentiment d'être lésée par rapport au garçon éprouve un ressentiment à l'égard de sa mère qui l'a privée du pénis. Elle choisit le père comme objet d'amour dans la mesure où celui-ci peut lui donner symboliquement le pénis qui lui manque. Autrement dit, le complexe de castration marque chez la petite fille l'entrée dans l'Oedipe et non sa crise terminale comme chez le garçon. Donc en fait toutes ces théories reposent sur l'inconscient et également sur une phase où on n'a plus de souvenirs parce que c'est toujours leur stratégie, c'est de nous imposer une idée qui ne se rattache à rien et que de toute manière, on n'aurait pas les compétences pour pouvoir comprendre tout ça. Donc à partir de ça, la société elle va prendre tout ça en main, elle va dire: «Oh là là, faut enrayer cette injustice». Donc de la complémentarité, on va passer à l'égalité homme-femme. On va par exemple, nous parler de parité. Ça a commencé d'ailleurs dans les gouvernements où il fallait 50 % de femmes et 50 % d'hommes. Personnellement, dans un gouvernement, moi j'attends des personnes compétentes. Remplacer des cons par des connes, ça n'a jamais élevé une société. Mais non. Non, il faut donc il faut enrayer cette injustice. Donc ça va ensuite se traduire sur le quotidien. Par exemple, dans les classes, on va faire en sorte qu'il y ait le même nombre de filles et de garçons. Et comme on va dire que la nature de la femme et de l'homme sont engrammées en nous, leur technique, ça va être quoi? Ça va être d'enrayer la réalité. C'est-à-dire ça sera de l'écraser, ça sera de le pervertir, ça sera on va dire, d'instiller de la honte, de la culpabilité d'être ce que nous sommes. Donc l'identité, déjà d'une personne, bon, on va parler de l'identité la sexuelle. Donc, comme je vous ai dit, on est né fille ou garçon, d'accord? Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire que, non, finalement, l'identité, c'est un sentiment. Que le fait d'être fille ou garçon, ça va uniquement rapporter à notre sexe. Mais notre sexe, c'est pas nous. C'est pas notre ressenti. Donc, en fait, ils vont essayer de casser la vision de nous-mêmes par rapport à la réalité. Ils vont créer, par ce discours-là, des distorsions. Distorsions entre le corps et notre perception. Forcément, en matraquant en permanence sur les clichés négatifs, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Donc on a toujours cette même idée, c'est de partir d'une vision totalement négative, de honte, de culpabilité, pour créer le mal-être, pour créer le dégoût. Et ensuite, ils vont se placer en tant que sauveurs. Donc pour ça, ils vont nous dire que pour se libérer de ces conditions totalement injustes, faut effectivement s'extraire de la réalité et aller de plus en plus dans l'illusion. Ça donnera quoi ça? Ça donnera l'éclatement de la psyché. La vision traditionnelle, tout est fait pour effectivement retrouver cette unité en nous. Pouvoir se détacher, on va dire, des facteurs matériels et monter en conscience. Eux, ils vont faire tout le contraire. Tout sera fait pour nous éclater la psyché. Donc voilà, donc il n'y aurait plus d'hommes, il n'y aurait plus de femmes. Donc tout ce qu'on veut, c'est effectivement, c'est des transsexuels pour ensuite nous imposer par la suite le transhumanisme.
Oui, parce que une fois qu'on a perdu la notion de ce qu'est qu'un être humain, bah, les portes sont ouvertes pour tout type de manipulation. Maintenant, revenons un petit peu à, aux on va dire, aux caractéristiques qui font penser à une idéologie. Une idéologie, en fait, bon, c'est le monde des idées, hein, on va dire, qui n'est pas raccroché à des principes, à des valeurs. C'est raccroché à ses propres fantasmes, à son propre ego. Donc eux, enfin cette l'idéologie, quelle qu'elle soit, hein, mais l'idéologie, du gender, ça va être de faire une promotion d'un idéal sans ancrage à la réalité. Ils vont donc fonder leur argument sur des critères en reniant tous les autres éléments. Comme vous l'avez vu avec Freud et comme vous le verrez dans les textes, à chaque fois, on va prendre un petit élément et on va argumenter sur le petit élément, en squeezant tout le reste qui compose en fait, la nature humaine. Créer le morcellement, éviter effectivement à ce qu'on puisse faire des liens. Il y aura donc la manipulation du langage, la confusion des rôles. Par exemple, ici, je peux très bien parler de la confusion du rôle de l'État. L'État, à la base, elle est là pour s'occuper des institutions, s'assurer que les institutions fonctionnent correctement. Donc, pour venir rentrer dans le foyer de tout à chacun et nous dire comment on doit fonctionner. Il me semble qu'on est tous adultes, hein, donc voilà, ils considèrent qu'on est égaux, pourquoi venir aider les femmes à s'imposer dans leur propre foyer? Bah, je sais pas, il y a quelque chose qui bug. Bon, bref. Donc, il y a un déni, une instrumentalisation des biais cognitifs, de la maturité de la personne, des biais psychologiques, manipulation des émotions. Ça marche très bien avec les femmes, hein. Déni des traumatismes, des conséquences, sentiment de honte, de culpabilité. Et on va, sur ce socle, l'instrumentaliser et on aura donc des contrôles du comportement, des réflexions, des émotions, des informations. Les médias ont un rôle énormément important euh, pour l'idéologie, toutes les idéologies du système. C'est un des principaux vecteurs, hein, qui viennent à chaque fois nous imposer une image tronquée de la réalité en venant court-circuiter en fait les réflexions et on va dire pousser les moutons vers une direction. Voilà, donc ici on a l'absence de libre arbitre, hein. Tout est fait, hein. C'est-à-dire qu'on va tuer la personne en son sein et contraindre par l'extérieur. Je vais juste revenir sur un dernier élément, c'est que à la fin d'un temps, on tombe dans le totalitarisme. Et le totalitarisme, il est souvent marqué par des signes. Et ces signes-là, bah, je vais mettre ce schéma-là pour terminer. Ces signes-là, c'est souvent le fait qu'il y ait des idoles. C'est l'âme basse qui prend le dessus. Et c'est le sacrifice d'enfants. Et d'ailleurs, je vais revenir à Abraham. Abraham cherchait Dieu. Et il s'est tourné, enfin, dans le texte, on s'aperçoit effectivement qu'il est dans une société d'idolâtrie. On a ce qui peut symboliser la maîtrise de son âme basse pour aller vers son âme haute, c'est l'acte de la circoncision. Voilà, parce que l'acte de la circoncision, c'est l'alliance avec Dieu. Et ça marque effectivement cette notion de maîtriser son âme basse et de monter en spiritualité. Donc là, hein, comme on est à l'heure actuelle, hein, on est, l'OMS nous impose la sexualité comme l'axe central. Moi, ça me fait penser tout de suite à Abraham avec la circoncision. Et on a également le sacrifice d'enfant. Dieu lui demande de sacrifier son enfant. Abraham le fait. Il le fait pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un acte qui est normalisé dans la société dans laquelle il vit. Et Dieu lui dit stop.
tu ne sacrifieras pas ton enfant, tu prendras un agneau. Et en fait, ça marque effectivement la fin d'une civilisation décadente pour repartir vers une civilisation, enfin, la fin d'une civilisation décadente, oui, pour aller vers une civilisation et ce souffle divin qui revient pour donner les clés et donner une réelle civilisation spirituelle. Voilà. Il y a plein de choses encore à dire, mais voilà, je voulais faire court, concis. Et en tout cas, bah, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vous remercie pour les bons retours que j'ai pu avoir. Et voilà, en fait, l'idée, bah, c'est de connaître en fait bah, ses qualités et d'essayer effectivement de les cultiver, de connaître également ses failles pour éviter de tomber dedans. On sait que, par exemple, un homme a pour mission d'être un protecteur, mais mal équilibré, il peut devenir vite un prédateur. Et que la femme qui a ce don pour le relationnel, mal équilibré, elle peut créer la discorde. Voilà, je vous renvoie à la mythologie sur la guerre de Troie. N'oubliez pas par où ça commence.